Tu t'es déjà senti vidé, sans raison apparente, entouré de monde, mais seul à l'intérieur, présent physiquement, mais absent mentalement, comme si quelque chose t'aspirait sans fin, te tirait vers le bas, sans bruit, sans cri, juste un épuisement silencieux. Tu donnes, tu expliques, tu restes, mais plus tu restes, plus tu te perds. Et tu te demandes pourquoi rien ne change, pourquoi tu ne guéris pas, pourquoi tu n'arrives plus à penser clairement. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que le problème, ce n'est pas ce que tu vis, c'est à quel point tu es proche de ce qui te détruit. Aujourd'hui, on va parler d'un pouvoir dont personne ne parle assez, celui de la distance. Un pouvoir qui libère, qui guérit, qui révèle. Un pouvoir que les stoïciens ont compris bien avant la psychologie moderne, bien avant les neurosciences, bien avant nous tous. Et tu vas voir que ce pouvoir n'est pas une fuite, c'est une ascension, une élévation, un retour à toi. Si tu es ou as été dans cette situation, laisse un like. Tu peux aussi partager ton expérience ou simplement écrire merci dans les commentaires. Ta parole peut libérer quelqu'un d'autre. Carl Jung disait que les gens feront tout, peu importe à quel point c'est absurde, pour éviter de faire face à leur propre âme. Et pourtant, c'est exactement ce qui se produit quand on reste collé aux autres, aux situations, aux conflits, aux habitudes sociales. L'homme moderne est hyper connecté, mais intérieurement isolé. Une étude publiée dans Personality and Social Psychology Review a montré que le simple fait d'être constamment entouré, sans espace de solitude, augmente les niveaux de stress chronique de 23% en moyenne. C'est énorme. Ce n'est pas la solitude qui nous rend malades, c'est la promiscuité émotionnelle, l'enchevêtrement invisible avec les attentes des autres. Tu t'es déjà senti vide en étant entouré de gens? Cette impression d'être là physiquement, mais mentalement déconnecté, c'est un signal. Ton esprit suffoque. Et le pire, c'est que ce n'est pas toujours la faute des autres. C'est l'environnement, l'accumulation, la surcharge invisible. Daniel Goleman, auteur de l'intelligence émotionnelle, a démontré que l'empathie excessive, être trop immergé dans le monde émotionnel des autres, réduit la capacité du cerveau à prendre des décisions rationnelles. Ce n'est donc pas un caprice de se sentir perdu ou dispersé. C'est neurologique. Ton cerveau est bombardé de stimulation sociale au point qu'il perd sa boussole interne. Mais comment savoir si c'est ce qui t'arrive? Regarde ton quotidien. Si tu as du mal à entendre tes propres pensées, si tu passes d'une notification à une discussion, puis à un conflit, puis à une attente familiale, puis à une impression de devoir être partout à la fois, ton esprit n'a plus d'oxygène. Tu es là, mais tu ne t'écoutes plus. Tu survis dans la réaction permanente. Ce n'est pas anodin. Des chercheurs de Harvard ont prouvé que les périodes régulières de retrait social augmentent l'activité dans les zones du cerveau liées à la réflexion profonde, à la prise de recul et à la conscience de soi. À l'inverse, l'hyperproximité constante avec les autres désactive ces zones. En clair, trop de proximité empêche ton esprit de se retrouver. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrivait « Il faut souvent se retirer en soi-même. L'homme trouve en lui-même un asile plus tranquille que tout autre lieu. Ce n'est pas une formule poétique, c'est un besoin biologique. Et aujourd'hui, ce besoin est en crise. Nous vivons dans un monde qui glorifie l'exposition, le contact constant, la réactivité. Mais la vérité, c'est que plus tu es en contact avec tout, plus tu t'éloignes de toi. Ce n'est pas simplement une question de fatigue mentale, c'est une forme d'asphyxie identitaire. Quand tu es trop proche de tout, tu perds ta propre voix. Tu absorbes les peurs, les colères, les désirs des autres. Tu crois penser par toi-même, alors que tu répètes ce que l'on t'a imposé inconsciemment. Freud parlait du phénomène de contagion émotionnelle, où les émotions d'un groupe ou d'un environnement deviennent les tiennes sans que tu puisses les distinguer. Résultat, tu deviens irritable sans raison, anxieux sans cause identifiable, déconnecté, alors que tout semble normal à l'extérieur. Et c'est là que le stoïcisme devient vital. Car les stoïciens ne fuyaient pas le monde, mais ils savaient que la paix intérieure commence par un bon dosage de distance. Épictète enseignait qu'il ne faut pas s'attacher aux choses qui ne dépendent pas de nous.
Mais quand tu es trop proche de tout, tu perds justement la capacité de distinguer ce qui dépend de toi. Tu es confondu, submergé, prisonnier d'un flot de micro-interactions qui parasitent ton esprit. Tu crois que c'est normal, que c'est juste une mauvaise passe. Mais non, c'est le symptôme d'un esprit saturé, d'une proximité non régulée. La vraie solution ne viendra pas d'un autre conseil de développement personnel. Elle vient d'un espace, d'un vide choisi, d'un pas de côté. Tu n'as pas besoin de tout couper. Tu as besoin d'un sas, un moment de repli, comme un guerrier qui retourne dans sa tente avant la bataille. Ce n'est pas une fuite, c'est une stratégie. Les neurosciences confirment que la solitude temporaire, même de quelques heures par semaine, améliore la mémoire de travail, réduit l'anxiété et augmente la créativité. Le philosophe Blaise Pascal écrivait « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. » Et aujourd'hui, ce constat est plus vrai que jamais. L'esprit a besoin d'un sanctuaire. Et ce sanctuaire commence avec la distance. Quand ton esprit suffoque, il ne le hurle pas, il le murmure. Fatigue, distraction, perte de sens, irritation. Tu ne reconnais plus ce qui t'anime. Tu ne ressens plus rien profondément. C'est là, exactement là, qu'il faut s'arrêter, couper, éloigner, revenir à soi. Pas pour fuir le monde, mais pour mieux y revenir. Un entier, en maître, en paix. Avant de passer à la suite, laisse en commentaire un message important « Je suis en paix » pour ancrer le changement et la prise de conscience en toi. Tu peux aussi laisser un like et t'abonner. Maintenant, on continue. En 2004, une étude dirigée par le neuroscientifique Joseph Ledoux a démontré que lorsqu'un individu réagit émotionnellement à chaud, c'est l'amygdale qui prend le contrôle du cerveau, court-circuitant le cortex préfrontal, cette zone responsable de la réflexion, du jugement, du choix. En d'autres termes, plus tu réagis vite, moins tu réfléchis. Plus tu es pris dans l'émotion, moins tu es maître de ta trajectoire. C'est brutal, mais c'est un fait biologique. Et c'est là que le recul émotionnel devient une arme redoutable, un levier de puissance. Parce que celui qui apprend à faire une pause, même de quelques secondes, reprend le contrôle de son esprit. Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie et expert en psychologie comportementale, l'a prouvé dans Thinking Fast and Slow. Notre système rapide, impulsif, émotionnel, prend souvent de mauvaises décisions sous pression. Ce n'est qu'en activant le système lent, celui de la raison et de la pondération, que l'on devient stratège de sa vie. Et ce système lent ne peut s'activer que si on crée une distance, une micro-distance, un espace entre le déclencheur et la réponse. Tu vois, on nous a appris à être gentils, réactifs, disponibles, mais rarement à observer, rarement à choisir notre réponse. Et ça nous tue. Tu t'es déjà retrouvé à dire quelque chose que tu ne pensais pas, juste pour apaiser une tension, à regretter une réaction violente, une réponse trop rapide, un message envoyé trop tôt. Ce sont les dégâts du réflexe émotionnel. Et plus tu vis dans la proximité constante, plus tu es réactif. Parce que tout te touche, tout t'atteint. Tu vis sans filtre. Mais ce que les stoïciens savaient déjà, il y a 2000 ans, la science le confirme aujourd'hui. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. » Ce n'est donc pas l'événement en soi qui te bouleverse, c'est ta réaction immédiate à cet événement. Et tu peux la dompter, mais seulement si tu crées une pause, un recul, une respiration intérieure. Dans une expérience menée par l'université de Stanford, on a observé que les personnes qui prennent 90 secondes avant de réagir à une provocation verbale réduisent leur niveau de cortisol, l'hormone du stress, de 33%. Rien qu'en différant leur réaction. Pas en méditant pendant 1 heure, juste en attendant. Ce court moment où tu résistes au besoin de répondre est en réalité un entraînement mental, un acte de puissance pure. Carl Jung, encore lui, parlait de l'ombre, de cette part de nous qui surgit dans les moments de tension. Il disait « Tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. En réagissant à chaud, on devient victime de nos automatismes inconscients. En prenant du recul,
On éclaire ces zones sombres. On choisit notre réponse. On reprend notre pouvoir. Mais attention, le recul émotionnel n'est pas de la froideur. Ce n'est pas fuir l'émotion. C'est l'habiter sans qu'elle nous dévore. C'est l'observer, la sentir, mais sans s'y noyer. C'est dire, je vois la colère, je vois la peur, je vois la tristesse, mais je ne suis pas obligé de les suivre. Et ça, c'est révolutionnaire dans une époque où tout nous pousse à réagir tout de suite, à commenter, à répondre, à exploser. Regarde les personnes qui t'inspirent vraiment, les sages, les leaders, les maîtres. Leur point commun, ils sont calmes au cœur du chaos. Ils parlent quand c'est nécessaire, pas quand ils sont déclenchés. Ils n'ont pas moins d'émotions que toi. Ils ont juste appris à ne pas être leurs émotions, à faire une place pour le recul. Et toi aussi tu peux. Tu peux désapprendre la réactivité. Tu peux réentraîner ton système nerveux à répondre plutôt que réagir, par des pauses, par des silences, par des moments où tu refuses de répondre dans la précipitation, même quelques secondes, même quelques minutes. C'est là que se cache ton pouvoir, dans ces interstices, ces brèches de maîtrise. L'Université de Californie a observé qu'après seulement 10 minutes de pleine conscience quotidienne pendant 2 semaines, les participants voyaient une amélioration significative dans leur régulation émotionnelle. Ce n'est donc pas une question de talent, ni même de caractère. C'est une question de pratique, de respiration, de conscience. Le stoïcisme, ce n'est pas devenir une pierre. C'est apprendre à choisir ce qui vaut une réaction, et surtout quand la donner. C'est comprendre que dans ce monde d'impulsion, celui qui maîtrise ses réactions devient un géant. Il inspire confiance, il dégage une force tranquille. Et surtout, il évite les erreurs, les regrets, les blessures inutiles. Alors, la prochaine fois que quelque chose te heurte, que quelqu'un te provoque, que la pression monte, n'attaque pas. Ne réponds pas tout de suite. Retiens-toi. Recule intérieurement. Observe et choisis. Dans ce choix se joue une transformation. Parce qu'à cet instant, tu passes de la réaction à la maîtrise. Et c'est là que tout commence. Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps de concentration, écrivait dans Man's Search for Meaning, « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Et dans notre réponse se trouve notre croissance et notre liberté. » Ce n'est pas une belle phrase, c'est un code de survie. Et ce code, la majorité l'ignore, tout simplement parce qu'elle vit trop près, trop proche des autres, trop collée aux événements, trop investie émotionnellement dans ce qui ne dépend pas d'elle. La vérité est brutale. Tu ne contrôles rien tant que tu es absorbé. Tant que tu es trop dedans, tu n'as pas de vision d'ensemble. Tu crois agir, mais tu réagis. Tu crois influencer, mais tu subis. Et tu l'as probablement vécu. Quand tu es pris dans une relation intense, tu perds ton jugement. Quand tu es dans un conflit personnel, tu crois avoir raison, mais tu n'entends rien. Quand tu es immergé dans un objectif, tu ne vois plus les erreurs stratégiques que tu fais. C'est la proximité qui t'aveugle. Les neurosciences l'ont observé. Le professeur Antoine Béchara, expert en neurosciences à l'Université de Californie du Sud, a étudié la prise de décision sous stress émotionnel intense. Résultat, le cerveau perd jusqu'à 40% de sa capacité d'analyse rationnelle quand il est émotionnellement impliqué dans ce qui se passe. C'est vertigineux. Et ça explique pourquoi, parfois, les choix qu'on regrette le plus sont ceux qu'on a fait les yeux grands fermés, trop proches du feu. Le stoïcien Sénèque, lui, allait plus loin encore. C'est la marque d'un esprit confus que de vouloir gouverner les événements au lieu de se gouverner lui-même. Et c'est là le cœur de cette partie. Tu ne peux pas contrôler les choses si tu es trop près d'elles. Tu perds ton autorité intérieure. Tu ne vois plus les jeux d'influence. Tu ne vois plus la manipulation. Tu te laisses prendre au piège du moment, du regard, de l'attente. Et plus tu t'approches, plus tu deviens dépendant. C'est un piège lent, un poison invisible. Mais voici la vérité. La puissance commence avec la distance. C'est contre-intuitif, mais c'est réel. Les généraux, les stratèges, les maîtres en art martial, tous le savent.
Tu ne vois jamais la bataille quand tu es dedans. Tu la vois depuis la hauteur. Et cette hauteur, elle ne vient pas avec les années. Elle vient avec le recul, avec la capacité de se décentrer. Prenons Steve Jobs. Ce n'est pas un philosophe, mais un stratège redoutable. Il était connu pour prendre de longues marches seul, sans téléphone, pour résoudre ses dilemmes les plus complexes. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il fallait sortir du problème pour trouver la solution. Elon Musk, de son côté, a déclaré que lorsqu'une situation semble insoluble, il prend une distance mentale volontaire. Il imagine qu'il est à l'extérieur de la Terre, qu'il regarde la scène depuis l'espace. Ce n'est pas un délire, c'est une méthode. Et toi, comment fais-tu pour retrouver le contrôle? Tu fais comme tout le monde. Tu te débats dans la proximité. Tu réponds, tu ajustes, tu accélères. Mais le pouvoir ne revient que quand tu te retires, que tu regardes les choses comme si tu n'en faisais plus partie. C'est ce que les stoïciens appelaient l'observation détachée. Et ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la lucidité. Tu ne contrôles rien tant que tu es au cœur du feu. C'est seulement en sortant que tu vois où souffler. Une étude publiée dans Psychological Science a montré que les personnes qui se parlent à la deuxième ou troisième personne, tu, il, au lieu de je, dans les moments critiques, prennent des décisions plus sages et plus mesurées. Pourquoi? Parce qu'elles recréent artificiellement une distance psychologique entre elles et le problème. Elles deviennent spectateurs de leur propre vie. Et ce petit décalage suffit à changer la trajectoire. Tu veux redevenir fort? Apprends à créer de la distance avec tout ce qui t'envoûte. Les disputes, les enjeux, les désirs, les réactions. Pas pour fuir, pour voir, pour analyser, pour te positionner. Le stoïcisme ne te demande pas de t'éloigner du monde, mais de ne pas te faire aspirer par lui. La distance n'est pas une fuite, c'est une stratégie de pouvoir. Et c'est dans ce vide que tu redeviens maître. C'est là que tu comprends que la plupart des choses qui te dérangent ne sont pas à régler. Elles sont à observer, à laisser passer. C'est la distance qui te révèle cette vérité, pas la confrontation, pas la vitesse, pas l'insistance. Alors, quand la tension monte, quand tu te sens happé, quand tu veux tout contrôler, ne fais pas plus, fais moins. Éloigne-toi, observe depuis l'extérieur, prends la hauteur. Là, dans ce retrait volontaire, tu découvriras que ce que tu voulais contrôler commence enfin à obéir, non pas parce que tu t'es acharné, mais parce que tu as laissé le brouillard retomber. Et dans la clarté, la puissance revient. Tu crois connaître les gens, tu crois comprendre leurs intentions, leurs gestes, leurs paroles. Mais la réalité, c'est que tant que tu es émotionnellement investi, tu vois à travers un voile, un filtre déformant fait d'attentes, d'espoir, de souvenirs communs ou de besoins affectifs. Et ce voile, tu ne le vois pas, jusqu'à ce que tu t'éloignes. C'est là que la vérité apparaît, froide, nette, sans maquillage, et souvent, elle te coupe le souffle. Carl Jung disait que ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Il parlait de l'ombre, mais il parlait aussi des gens. Parce que ce que tu refuses de voir chez l'autre te rend aveugle. Et le plus souvent, ce n'est pas par manque d'intelligence. C'est parce que tu es trop proche, trop impliqué, trop lié. La proximité déforme. C'est un fait. Une étude publiée dans la revue Émotion en 2011 a révélé que l'attachement émotionnel réduit de 30% la capacité à identifier objectivement les intentions des autres. Tu entends ce chiffre? 30%. Tu te trompes sur un tiers de ce que tu crois percevoir. Et plus l'attachement est fort, plus le brouillage est puissant. Mais quand tu t'éloignes, tout change. Tu commences à voir les micro-agressions que tu ignorais, les manipulations subtiles, les incohérences, les paroles qui te semblaient belles mais étaient creuses. Tu vois la réalité brute, ce que ton émotion camouflait. Et là, tu comprends. Tu comprends que certaines personnes n'étaient pas toxiques parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce que toi, tu refusais de les voir telles qu'elles étaient. Parce que tu projetais sur elles ce que tu voulais y trouver. Freud parlait de ce mécanisme dans la relation affective, la projection. Tu n'aimes pas une personne,
Tu aimes l'image que tu t'en fais. Et cette image, tu la nourris avec ton imagination, ton histoire, ta peur de l'abandon ou ton besoin d'être compris. Mais une fois la distance posée, tu vois, tu entends différemment. Tu décodes. Et parfois, c'est brutal. Tu repenses à une dispute passée et tu réalises que la personne ne t'écoutait pas. Tu repenses à une relation et tu vois à quel point tu donnais tout, sans retour. Tu repenses à un ami et tu te rends compte qu'il te poussait dans une direction qui servait ses propres intérêts. Ce que tu n'avais jamais vu en étant dedans, collé, émotionnellement englué. Mais aujourd'hui, tu vois. Et cette lucidité-là, elle n'a pas de prix. Le stoïcisme ne dit pas de juger les autres. Il dit de voir les choses comme elles sont. Marc Aurèle écrivait « Quand tu vois un homme, vois un être humain. Pas un ami, pas un ennemi, un humain. Avec ses passions, ses failles, ses illusions. » Et c'est exactement ce que la distance t'offre. Une vision désenchantée, mais vraie. Une vision sans l'illusion, sans l'enrobage émotionnel. Tu veux comprendre une relation? Éloigne-toi, ne dis rien, observe, ne cherche pas à influencer, laisse venir. Le comportement de l'autre dans ton silence te dira tout. Tu sauras qui insiste, qui disparaît, qui manipule, qui s'adapte. Ce que tu obtiendras, ce ne sera pas une réponse verbale, ce sera une révélation comportementale. Les plus grands thérapeutes le savent. Parfois, il ne faut pas plus de mots, il faut de l'espace. Dans cet espace, tout s'éclaire. C'est ce qu'on appelle en psychologie la prise de distance symbolique. Elle permet à l'inconscient de reconstruire les choses sans le filtre de la peur ou du désir. Et toi, quand tu prends cette distance, tu n'as plus besoin de confronter. Tu vois, tu comprends et tu choisis. Tu ne peux pas choisir ce que tu ne vois pas clairement. Et tu ne peux pas voir clairement si tu es trop près. Alors recule. Pas pour juger, pas pour punir, pour voir, pour dissoudre le voile, pour retrouver ta lucidité. Et parfois, ce que tu verras, ce ne sera pas la méchanceté de l'autre, ce sera ta propre naïveté, ton propre manque de limites, ta dépendance affective. Mais c'est une bonne nouvelle. Parce qu'à partir du moment où tu vois vraiment, tu peux changer. Tu peux dire non. Tu peux poser des règles. Tu peux te libérer. La distance, c'est une vérité nue. Pas toujours agréable, mais toujours nécessaire. Elle ne détruit pas les liens. Elle révèle leur nature. Et c'est à partir de cette vérité que tu peux reconstruire. Avec les bons. En écartant les mauvais. En cessant de te trahir. Et ce moment où tu vois enfin clair, c'est le début de ta liberté. Il y a des blessures qui ne guérissent pas parce que tu restes exactement là où elles ont été infligées. Comme si tu essayais de respirer dans l'incendie qui t'a brûlé. Comme si tu pensais que le poison allait devenir antidote simplement parce que tu l'acceptes mieux. Mais non. Tant que tu restes sur les lieux du choc, il n'y a pas de réparation possible. Et pourtant, on reste. On insiste. On se dit que le temps fera le travail, que la paix viendra si on s'adapte, si on comprend, si on pardonne. Mais en réalité, on ne guérit pas dans le lieu du chaos. On survit. C'est tout. Carl Jung, encore lui, disait « La blessure est l'endroit par lequel la lumière entre en vous. » C'est vrai. Mais encore faut-il que tu sortes du tunnel pour voir cette lumière. Si tu restes dans l'obscurité, convaincu qu'elle finira par s'éclairer d'elle-même, tu ne verras jamais rien. Et c'est le cas de milliers de personnes. Elles cherchent à guérir auprès de ce qui les a détruites. Elles espèrent que la personne qui les a brisées devienne un jour capable de les réparer. C'est humain, mais c'est une erreur. Des études en psychologie clinique, notamment celles menées par la Dre Judith Herman à Harvard, ont montré que la guérison des traumatismes émotionnels nécessite une prise de distance réelle avec la source du traumatisme, pas symbolique, pas théorique, une rupture de contact, temporaire ou permanente, car le système nerveux, tant qu'il reste exposé au même environnement, reste en état d'alerte, il ne bascule jamais en mode régénération. C'est biologique. Tant que tu restes là, ton corps croit que la menace est toujours présente, et ton esprit reste figé dans une boucle. Tu l'as peut-être vécu. Tu crois avoir tourné la page,
mais une seule phrase, une seule voix, une seule scène, et tout remonte. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais quitté le théâtre du drame. Tu as changé de costume peut-être, mais tu es encore sur la scène, et la pièce rejoue sans cesse, même si le public est parti. C'est pour ça que les stoïciens insistaient tant sur le détachement actif. Sénèque écrivait « Ce qui te retient, c'est ce que tu crois encore devoir affronter. Ce que tu fuis, c'est ce que tu refuses d'abandonner. » Et il avait raison. Tu n'as pas besoin de plus de force. Tu as besoin de partir, de couper, de poser une distance radicale. Et dans cette distance, ton système va faire ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Se réparer, se calmer, reconstruire des connexions nouvelles, se retrouver. Des recherches de l'Université du Wisconsin ont montré que la solitude choisie, non subie, améliore significativement les marqueurs de bien-être émotionnel et mental. Pourquoi? Parce qu'en s'éloignant des stimuli toxiques, le cerveau peut reformater ses schémas. Il ne réagit plus, il réinvente, il respire. Et c'est ce que tu dois comprendre. Tu n'as pas besoin d'un miracle. Tu n'as pas besoin d'un sauveur. Tu n'as pas besoin d'une promesse de changement de la part de l'autre. Tu as besoin d'un lieu vide, d'un temps sans bruit, d'un espace où ton corps et ton esprit cessent d'être sur la défensive. Tu crois peut-être que partir, c'est abandonner, que c'est une faiblesse, mais c'est l'inverse. Partir, c'est refuser d'être réduit à ton passé. C'est dire « Je mérite mieux que cet environnement. Je mérite un silence nouveau, un territoire vierge. Et ce territoire, c'est toi qui le crées. Pas l'autre, pas les excuses, pas les regrets. Toi. Tu verras qu'après ce départ, le regard change, l'obsession tombe, la colère s'évapore. Tu ne comprends pas tout de suite comment, mais tu ressens que quelque chose se remet à circuler. Une mémoire plus douce, une respiration plus fluide. Tu retrouves tes pensées, tes vrais désirs, ton rythme intérieur, et à ce moment-là, tu ne guéris pas en force, tu guéris en vérité, en acceptant que rester parfois, c'était nourrir la blessure, en acceptant que l'éloignement est une preuve d'amour de soi, que la fuite peut être une forme de lucidité, que le retrait n'est pas une défaite, mais le premier pas vers ta reconstruction. Alors si tu ressens encore cette tension, ce malaise, cette peine qui ne s'explique pas mais qui colle à ta peau, demande-toi, suis-je encore là où la blessure a eu lieu? Si la réponse est oui, tu sais ce qu'il te reste à faire, partir. Non pas pour tout oublier, mais pour te rappeler qui tu es quand tu n'es plus blessé. Il y a un paradoxe que peu de gens comprennent, mais que les plus grands maîtres de la psychologie sociale, de la stratégie et même de la spiritualité ont toujours utilisé. Plus tu t'éloignes, plus tu deviens magnétique. C'est contre-intuitif. On pense qu'il faut être présent, visible, toujours là pour être aimé, désiré, respecté. Et pourtant, c'est souvent quand tu t'éclipses que l'on commence à ressentir ta valeur, non pas parce que tu manipules, mais parce que la distance crée une tension. Et cette tension est le cœur même du désir, du respect et de l'attraction. Robert Greene, dans The Art of Seduction, consacre un chapitre entier à cette idée, l'absence planifiée. Il explique que trop de présence éteint le mystère. Et que sans mystère, il n'y a plus d'attention. C'est neurologique. Le cerveau humain se désensibilise à ce qui est constamment accessible. C'est ce qu'on appelle l'habituation. Tu peux être le plus inspirant du monde. Si tu es trop disponible, tu deviens invisible. Ce que les gens veulent, ce n'est pas ce qui est là tous les jours. C'est ce qui manque, ce qui échappe, ce qui laisse un vide que seule la mémoire peut combler. Une étude menée par le professeur Dan Ariely à Duke University a démontré que l'incertitude, cette sensation de ne pas tout savoir, de ne pas tout contrôler, augmente le niveau de dopamine dans le cerveau. C'est cette incertitude, cette légère frustration, ce manque volontaire, qui rend une personne ou une idée obsédante. Tu ne désires pas ce que tu comprends parfaitement. Tu désires ce que tu sens t'échapper. Et l'éloignement crée exactement ça. Mais attention, ce n'est pas une tactique de manipulation. Ce n'est pas fuir pour être poursuivi. C'est redevenir rare. Et la rareté est la valeur absolue dans tout système. Plus tu es rare, plus on t'écoute. Plus tu es silencieux, plus ta parole compte. Plus tu t'effaces, plus ta présence prend de la place dans l'esprit de l'autre. C'est le paradoxe du retrait. Tu deviens fort, non pas en parlant plus fort,
mais en parlant moins souvent. Tu ne forces rien, tu retires ton énergie, et l'autre doit choisir, combler ton absence ou la laisser grandir. Et dans cette absence, quelque chose se passe. Les gens réinterprètent, ils repensent, ils comblent ton silence avec leurs propres projections, ils t'imaginent meilleur, plus grand, plus mystérieux, et parfois même plus important que tu ne l'étais vraiment. C'est humain. On idéalise ce qu'on ne possède plus. On réécrit ce qui s'éloigne. Et c'est là que la puissance opère. Marc Aurèle écrivait « Ce qui s'éloigne du regard entre plus profondément dans l'âme. » Et ce principe s'applique partout. Tu veux être respecté? Éloigne-toi de ceux qui ne te voient plus. Tu veux retrouver ton pouvoir dans une relation déséquilibrée? Crée de l'absence, non pas pour provoquer, mais pour restaurer ta valeur. Tu ne peux pas faire respecter une présence que tu brades. Tu dois la rendre précieuse. C'est la même chose dans la communication, dans l'influence, dans la séduction. Ceux qui en disent moins, mais avec clarté, marquent davantage les esprits. Les leaders qui savent se retirer pour mieux revenir sont ceux qu'on écoute vraiment. Steve Jobs, encore lui, ne donnait pas de conférences à chaque occasion. Il apparaissait rarement. Mais quand il le faisait, le monde s'arrêtait pour l'écouter. Ce n'était pas parce qu'il était omniprésent, c'était parce qu'il était stratégique dans sa présence. Et toi, tu crois encore que plus tu es là, plus on te verra. Tu te rends disponible, espérant qu'on te choisisse. Tu restes joignable, pensant qu'on t'aimera pour ça. Mais ce que tu récoltes, c'est l'indifférence, la banalisation. Parce que tu offres ce qui devrait être mérité. Tu donnes ce qui devrait être rare. Tu supprimes le mystère, et avec lui, la valeur. Alors que faire? C'est simple. Reprends ta lumière. Réduis ta fréquence. Crée du vide. Pas par vengeance, par respect de toi. Ce vide-là n'éloigne pas. Il attire. Il trie. Il révèle. Ceux qui s'en vont n'étaient pas faits pour rester. Ceux qui s'interrogent sont ceux que tu impactes. Et ceux qui reviennent sont ceux que tu dois réévaluer. Parce qu'entre-temps, toi aussi, tu auras changé. La distance ne détruit pas l'amour, l'influence ou le respect. Elle les mesure. Elle les révèle. Et surtout, elle te rend irrésistible. Non pas par ruse, mais par énergie retrouvée, par présence choisie, par absence consciente. Tu n'as pas besoin de courir après l'attention. Tu dois retirer ton poids pour redevenir magnétique. Et à ce moment-là, tu n'es plus celui qui réclame. Tu es celui qu'on attend.